C'est l'info, l'invité de la semaine. Francis Brochet est avec nous en duplex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au groupe EBRA, éditeur des quotidiens régionaux de tout l'Est de la France, et vous êtes l'auteur de La démocratie smartphone, le populisme de Trump à Macron, aux éditions François Bourin. Alors dans ce livre, vous démontrez que le smartphone, objet que nous avons tous en main, a changé nos vies et a changé la politique. Qu'entendez-vous par démocratie numérique ? Si vous voulez, comme vous le rappelez, en effet, le smartphone change nos vies dans tous les domaines. Ça change nos vies de consommateurs, nos vies amoureuses aussi, et ça change nos vies de citoyens. Et comment cela les change-t-il ? Eh bien, je crois que nous agissons en politique comme nous agissons en consommateurs. C'est-à-dire que le smartphone donne l'illusion à chacun d'entre nous de pouvoir obtenir à tout moment, immédiatement, ce qu'il veut. Et le terme immédiatement est important. Il est à prendre dans le sens immédiatement tout de suite, mais aussi immédiatement sans médias, sans intermédiaire. Donc cette démocratie du smartphone, c'est une démocratie de l'immédiat où chaque citoyen veut être l'acteur de ce qui peut changer, l'acteur des idées, et dans une relation directe avec les pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique ou les pouvoirs sociaux, économiques, etc. Alors dans ce livre, vous expliquez à quel point donc effectivement ce smartphone, 7 à 77 ans, tout le monde l'a, a transformé notre rapport. Absolument. Oui, exactement. Et alors est-ce que finalement la manière de faire de la politique avec Internet, avec les réseaux sociaux et donc avec le smartphone a changé ? Oui, la politique a évolué, et d'ailleurs on s'est surtout intéressé à cet aspect des choses, c'est-à-dire en bon français top-down. On a étudié la manière dont les pouvoirs ont utilisé le numérique pour faire de la politique. Et on s'est intéressé au plus évident, c'est-à-dire la manière dont ils utilisent toutes les données que fournit le numérique pour ensuite repérer les électeurs. C'est l'histoire de la campagne au départ de Barack Obama en 2008. Mais après, cela change aussi l'ensemble des électeurs et le dialogue entre les pouvoirs et les électeurs. Et là, pour comprendre, il faut souvent faire le passage par l'économie, par les grandes entreprises, par les supermarchés. Finalement, ce sont eux qui étudient le plus régulièrement et le plus attentivement l'évolution de la population. Et la politique a souvent un temps de retard sur eux. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit tous ces hypermarchés nous expliquer que maintenant, le consommateur veut pouvoir décider du produit qu'il achète. Ils font quasiment du sur-mesure. Il n'est plus question d'aligner des milliers de produits en disant aux consommateurs, des milliers de produits, de mêmes produits en disant aux consommateurs, vous achetez ça. Non, le consommateur exige de pouvoir décider ou d'avoir au moins l'illusion de décider. Eh bien ça, c'est passé en politique aussi. C'est-à-dire que le politique n'est plus celui qui dit voilà ce qu'il faut penser, voilà ce que je pense, et il y a sur le marché, pardon d'employer ces termes, sur le marché 4-5 grandes idées, 4-5 grandes idéologies. Le communisme, la droite plutôt catholique, les socialistes. Non, les politiques doivent s'adapter quasiment à chaque électeur. Et ça change évidemment le message, la manière de faire la politique, la manière le dialogue entre électeurs et détenteurs de pouvoir. Oui, cela nous donne l'affaire Cambridge Analytics qui est sortie le week-end dernier. Cambridge Analytics, c'est quoi ? C'est une entreprise anglaise qui a recueilli des bases de données issues de comptes Facebook, ensuite utilisées à des fins électorales. Et comme vous l'expliquiez, cette méthode était inspiré à l'époque de la campagne de Barack Obama, mybarackobama.com. Et finalement, Francis Brochet, vous nous le dites, le politique s'adapte désormais à ce que font finalement les enseignes privées lorsqu'elles marketent leurs clients. Tout à fait. Et vous savez, l'affaire Cambridge Analytica, en fait, elle ne commence pas le week-end dernier. Elle dure depuis des années. On sait
qu'elle a servi dans le Brexit, on le savait de longue date, on savait qu'elle avait servi dans la campagne de Trump, et l'ingénieur, j'en parle dans le livre que vous avez aimablement cité, l'ingénieur qui est à l'origine, voilà, démocratie smartphone, c'est toujours bon de le rappeler, là c'est du marketing, mais l'ingénieur qui est à l'origine de ces processus avait démissionné de Cambridge Analytica, j'avoue ne plus avoir la date en tête, mais tout ça est dans le livre, en disant je ne veux pas que ce que j'ai trouvé, que je pensais être au service des citoyens, devienne un instrument de manipulation. Et donc, si vous voulez, oui, allez-y. Non, c'est-à-dire que voilà, ce détournement, oui et non. Je veux dire, dès le début, on sait que ça peut servir disons, à influer les gens, donc à manipuler. Et l'ingénieur, encore une fois, qui a mis au point ces processus, expliquait comment sur Facebook, à partir d'un certain nombre de likes, de j'aime, on pouvait déterminer le profil de la personne, savoir si c'était plutôt un homme ou une femme, s'il était plutôt de gauche ou de droite, etc. Sa race aussi, puisque là on est aux États-Unis, où, comme vous le savez, l'attitude par rapport à la race est différente de celle que nous avons en France. Eh bien, on pouvait, je ne sais plus à partir de combien de likes, mais déterminer si la personne était plutôt blanche ou plutôt noire ou plutôt latino. Donc tout ça n'est pas nouveau. Bon, ce qui est nouveau, c'est l'utilisation à grande échelle et puis la mise en cause directement de Facebook. Mais si vous voulez, le danger existe de longue date, il a été identifié de longue date. Oui, mais alors justement, Francis Brochet, la grande question que l'on peut se poser, c'est d'abord celle de nos données personnelles, et puis ne risque-t-on pas de se retrouver dans un monde complètement faux, où chacun serait utilisé par une entreprise, ou, et c'est l'objet de votre livre, par un homme politique? Bien sûr que le risque existe, mais il existe dans les deux sens. C'est-à-dire, je crois qu'il faut se garder d'avoir une vision uniquement négative. Le négatif existe, il faut surtout pas le sous-estimer. Il existe en particulier parce que le pouvoir de ces grandes entreprises finit par dépasser celui des États. Bon, la différence entre une entreprise et un État, c'est que l'entreprise, on ne la choisit pas, alors que l'État, il est l'émanation du vote des citoyens. Donc, si vous voulez, le pouvoir de ces grandes entreprises ne cesse de croître, mais en même temps, le pouvoir des citoyens est en augmentation aussi. C'est-à-dire que nous avons toujours plus de possibilités d'intervenir dans différents domaines. Le smartphone, c'est aussi la possibilité donnée à tous de mobiliser sur des causes qui, auparavant, ne réunissaient que quelques centaines ou milliers de personnes. Il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui se sont développés. On parle des printemps arabes, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé en Turquie, qui ont été très bien étudiés, où on montre que, si vous voulez, ce qui était des protestations isolées et finalement sans grandes conséquences devient un vrai mouvement social grâce au numérique, grâce au smartphone. Alors après ce que ça devient, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, ça démultiplie la protestation dans tous les sens. Alors, lorsqu'on parle de démocratie smartphone, on peut évidemment parler d'une application qui est la plus utilisée par les politiques. Il s'agit évidemment de Twitter. Donald Trump en fait les frais de cette utilisation. Mais finalement, au-delà effectivement des journalistes qui consultent énormément ce réseau, Twitter est-il si populaire et si consulté que cela ? Évidemment non. On sait que Twitter, de ce point de vue-là, différent de Facebook, est plutôt un réseau de petits groupes. Pour l'essentiel, enfin, je peux en parler pour la France, je suis sur Twitter comme la plupart des journalistes. Et qui est sur Twitter ? Bien, ce sont les gens qui ont un minimum de pouvoir intellectuel ou économique et qui discutent entre eux. Donc effectivement, ça n'est pas populaire au sens de large public. Mais ce sont les journalistes qui font Twitter aussi. Quand Trump tweet un message, il sait très bien qu'il aura une caisse de résonance fantastique avec tous les médias du monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus travailler sans Twitter en tant que journaliste, parce que de plus en plus de responsables politiques passent leurs messages par Twitter, donc nous sommes condamnés à suivre Twitter, si j'ose dire, et ensuite à en parler.
Oui, et en même temps, on ne pourra pas dire à Twitter qu'il est contrôlé par un groupe à proprement parler, derrière un homme d'affaires qui souhaiterait manipuler telles ou telles informations. Non, mais il y a une histoire intéressante, c'est que Twitter est quand même le lieu, si vous voulez, de l'immédiat aussi. C'est le groupe Occupy Wall Street qui existait il y a quelques années. Oui, 2011, C'était donc après la crise. voilà, tout à fait, 2011, et qui s'était plaint parce qu'il n'apparaissait pas, vous savez, dans ce bandeau des tendances du jour. Et il estimait que c'était une forme de censure de la part de Twitter. Et en fait, non. C'est qu'Occupy Wall Street avait effectivement beaucoup de personnes qui s'intéressaient à son mouvement, qui retweetaient leurs messages. Le problème, c'est que c'était sur une certaine durée. Or, Twitter favorise l'instantané massif. C'est-à-dire, vous avez une photo de starlet dénudée, ça va être reproduit extrêmement rapidement par beaucoup de monde, et ça va faire une tendance. Alors qu'Occupy Wall Street, qui va occuper beaucoup de monde, mais sur la durée, dans toute la journée, ne va pas créer la tendance. Et c'est là où on voit le côté un peu particulier, sinon pervers, de Twitter et de la plupart des instruments numériques, c'est qu'ils privilégient le nombre et l'immédiateté sur les tendances peut-être plus longues et plus lourdes. Eh oui, des individus qui sont enclins à partager des publications, qui auront de la portée, à faire du buzz. Voilà, tout à fait. Francis Brochet, pour terminer, quelle est votre définition du populisme que vous définissez d'ailleurs à l'intérieur de votre livre? Mais écoutez, le populisme, j'emprunte la définition à un historien, Pascal Horry, parce que c'est vrai qu'il y a 1000 définitions du populisme. Mais je prends le populisme comme une technique, comme un moyen de faire de la politique qui est d'essayer de s'adresser directement au peuple, par un discours un peu brutal, de rupture avec le passé, et en essayant de supprimer tous les intermédiaires. Et c'est pour ça que je dis que Emmanuel Macron, à sa manière, est un populiste. Emmanuel Macron a fait irruption dans le champ politique en bousculant les deux grands partis traditionnels qui sont les Républicains, c'est-à-dire la droite française et le Parti socialiste. Il a adressé un discours de rupture aux Français en disant on ne fera, vous savez, c'est l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Et il continue dans il gouverne de la même manière, c'est-à-dire quand par exemple il promeut ses réformes sociales en disant les syndicats n'ont pas vocation à défendre l'intérêt général, il est dans la même lignée, c'est-à-dire une lignée populiste. Alors après, le populisme, on peut en faire 1000 choses différentes. Le populisme, il peut être xénophobe, tendance Front National ou la Ligue du Nord en Italie. Il peut être ouvert, comme l'était Renzi, comme les Ciudadanos en Espagne, comme l'est évidemment Emmanuel Macron en France. Donc le populisme se prête à des tendances très diverses. Et puis vous avez l'épure du populisme, si j'ose dire, c'est le mouvement 5 étoiles, qui a quand même été le premier parti des dernières élections en Italie, qui n'est pas un petit pays. Le mouvement 5 étoiles, personne n'est capable de dire s'il est de droite ou de gauche, s'il est plutôt xénophobe ou plutôt favorable à l'ouverture. C'est un mélange absolument incroyable, et on arrive, c'est pour ça que je dis c'est l'épure du populisme, c'est-à-dire qu'il est attrape-tout. Il se modèle, il se colle aux aspirations des personnes. Ouais, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que finalement on se rend bien compte que la définition du populisme que l'on donne depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans s'appuie peut-être sur des bases complètement fictives. Si vous voulez, on emploie le mot populisme pour distinguer les bons et les méchants. Et personnellement, je pense qu'il faut jamais confondre la morale et la politique. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut une morale et chacun a un certain nombre de principes moraux. Mais quand on analyse, il faut commencer par analyser et pas commencer par juger. Donc dire les populistes, les méchants, ils sont là et les autres c'est les bons, me paraît la pire des manières de comprendre la situation. Il y a une tendance populiste dans l'ensemble de la population. C'est ce que j'appelle cette démocratie smartphone. Nous avons tous des smartphones et cela
modifie notre manière de voir la politique. Après, ça peut nous amener à des idées très différentes. Voilà. Mais le populisme, c'est pas les méchants, xénophobes, etc. Non. Macron est un populiste aussi. Encore une fois, Renzi est un populiste. Et l'on voit dans l'ensemble des leaders européens essayer d'attraper cette manière de faire la politique, parce qu'ils se rendent compte que c'est une demande de tous les électeurs. Pas seulement des électeurs qui seraient, et j'insiste sur le conditionnel, qui seraient les moins éduqués ou les plus racistes, etc. Non, pas du tout. Merci beaucoup Francis Brochet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La démocratie Merci smartphone, populisme de Trump à Macron, avec ce smartphone donc, objet que nous avons tous et qui je pense sera l'objet de ce début du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci.